Ok, bonjour les gars, bienvenue dans cette troisième séance. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que les structures conditionnelles. Alors, c'est quoi une structure conditionnelle? Mais d'abord, sachez qu'à la fin de cette vidéo, nous serons capables d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier. Et ensuite, le programme va évaluer cet entier et donnera sa parité. C'est-à-dire que l'utilisateur va entrer un entier, soit 5, soit 8, et le programme sera capable d'afficher, de dire si cet entier est un nombre pair ou un nombre impair. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin et la suite sera intéressante. Donc, avant d'aller plus loin, je vais donner un petit exemple. Nous allons d'abord voir une forme. Ok, donc voilà ce code que je viens d'écrire. Ça, c'est une forme minimale de ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Donc, j'ai attribué à A la valeur 4. Et if, c'est un mot anglais, ça veut dire si. Donc, si A est supérieur à 0, affiche-moi tout ce qui est dans le bloc. Et pourquoi on reconnaît que ça, c'est un bloc? Pour que Python puisse reconnaître que c'est un bloc, c'est grâce à l'indentation. Regardez les espaces qui sont là. Donc, Python va évaluer cette ligne d'abord. Si cette ligne est vraie, automatiquement, Python rentre dans le bloc. Et tant que peu importe le nombre de lignes qui est dans le bloc, toutes ces lignes seront exécutées. Dès l'instant que, cette ligne est vérifiée, alors automatiquement, il rentre dans ce bloc et exécute toutes les lignes de code qui sont dans le bloc. Donc, comment Python reconnaît un bloc? C'est grâce à l'indentation. Donc, l'espace qu'on laisse ici, sur chaque ligne, on doit maintenir les mêmes espaces sur chaque ligne pour, pour, pour expliquer qu'il s'agit effectivement d'un bloc. Si je mets comme ça, si je décale le deuxième print ici, ça veut dire que la seule ligne qui est contenue dans le bloc, c'est seulement ça. C'est ça seulement qui est contenu dans le bloc. Donc, voilà comment Python comprend. Donc, pour que ça prenne en compte cette ligne, il faut respecter l'indentation. Il faut respecter l'indentation. Donc, s'il y a 4 espaces ici, il faut laisser 4 espaces pour chaque instruction. En tout cas, tant que la ligne est contenue dans le bloc, il faut respecter les espaces ici. Donc, je pense que vous avez compris ça. Donc, on appelle cela indentation. Et aussi, ces deux points-là, il ne faut pas oublier ces deux points. Ces deux points marquent le début du bloc. Et aussi, tant que vous maintenez l'indentation, ça justifie aussi que ces lignes sont aussi dans le bloc. Donc, si j'écris une dernière ligne, si j'écris une dernière ligne qui sort de l'indentation, ça signifie que cette dernière ligne n'est pas incluse dans le bloc. Donc, observez bien le schéma. Donc, c'est une forme minimale de
des conditions, des structures conditionnelles. Et je vais exécuter cette ligne de code. Donc, voilà le résultat qu'on obtient ici. Effectivement, A est supérieur à 0, c'est évident, les deux s'affichent. Pourquoi c'est affiché? Parce que ici, A sera évalué. Mais comme A est supérieur à 0, donc on rentre automatiquement dans le bloc. Comme A est supérieur à 0, on rentre dans le bloc et on exécute tout ce qui est dans le bloc. On exécute tout ce qui est dans le bloc. Si je mets par exemple, je vais répondre le code cette fois-ci avec, je vais prendre A égale à moins 4 et je vais exécuter, vous allez voir ce que ça donne. Ça n'affiche rien. Ça n'affiche rien parce que, regardez ici, A est une valeur négative. Donc, comme A est négatif, ici, après évaluation, il se trouve que A n'est pas supérieur à 0. Donc, si A, c'est seulement lorsque A est supérieur à 0 que cette bloc sera exécuté. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement lorsque cette condition est vérifiée. Si cette condition est vérifiée, alors exécute-moi ce bloc qui est contenu dans cette condition. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris cet exemple. Nous allons avancer avec un autre exemple beaucoup plus enrichissant. Donc, ici, je mets A égale à 3. Et B égale à 9. Donc, je donne A égale à 3. J'attribue à A la valeur 3 et j'attribue à B la valeur 9. Et je dis que si A est supérieur à 0, alors mets dans B plus 1. Et affiche-moi A égale et B égale à B. Ok, donc je vais vous expliquer un peu comment on affiche à la fois des caractères et des variables. Alors, les caractères sont toujours en griffe et les variables sont écrites de cette façon. Il y a deux manières d'écrire. Je peux aussi écrire comme ça. Il y a plusieurs façons. À chaque fois, je vais stipuler les façons d'écrire pour que vous vous habituez. Donc, je pouvais écrire comme ça. Ce truc-là me fatigue. Je peux écrire comme ça. Je mets A égale. Et ensuite, je mets B égale. Ok, donc observez bien ça. Ici, attribue à A la valeur 3, attribue à B la valeur 9. Donc, si A est supérieur à 0, alors exécute-moi ce bloc. Et cette ligne, ça signifie quoi au juste? En mathématiques, c'est impossible, ça n'existe pas en mathématiques, mais en programmation, ça a un sens. On appelle ça
l'incrémentation. D'accord? On appelle ça incrémentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut remplacer la valeur de B. D'abord, B prend la valeur 9. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut remplacer par B la valeur initiale de B plus 1. La valeur initiale de B, c'est 9. Donc, si j'ajoute 1, ça me fait 10. Donc, il faut remplacer par B une autre valeur qui est la valeur initiale de B plus 1. On appelle cela incrémentation. C'est-à-dire qu'il faut ajouter à la valeur initiale une autre valeur plus 1. Une autre valeur qui est plus 1. Et donc, j'exécute. Donc, il faut à chaque fois s'habituer de la manière dont j'écris. Je mélange les caractères et puis les variables d'empreinte. Je vais exécuter. J'exécute. Voilà. Donc, on a effectivement les deux résultats. A égale à 3 et B égale à 10. A égale à 3 et B égale à 10. Donc, on peut écrire de plusieurs manières. Donc, observez bien les manières donc, que je vous donne. Il y a plusieurs méthodes. À chaque fois, je vais stipuler les méthodes et vous allez vous habituer à chaque fois. Donc, si cette condition est vérifiée, exécute le bloc qui est là. Si chaque condition est vérifiée, exécute le bloc qui est là. Je pense que vous avez compris la forme minimale. Je vais continuer, je vais vous donner d'autres exemples. Je vais continuer avec deux exemples. Donc, exemple numéro 3. Donc, je peux continuer comme ça. Je peux ajouter dessus. Je peux mettre si. Si A inférieur si A inférieur à 2, print A A est très petit. Donc, ce que je vous fais savoir, c'est que quoi? C'est que je peux aligner plusieurs fois if. Je peux énumérer tous les cas possibles que je veux. Je peux mettre si A est supérieur à 0, si A inférieur à 0, si B supérieur à 9. Je peux énumérer n'importe quelle, plusieurs conditions successives comme ça. Si, 100 fois, 200 fois. En tout cas, énumérer tous les cas possibles. Tout ce qui me semble bon d'énumérer, je les énumère. Mais comment le Python comprend cela? C'est-à-dire que Python va évaluer chaque condition. Donc, si une condition est vérifiée, Python rentre dans le bloc et exécute les lignes de code qui sont dans ce bloc. Et ensuite, passe à un autre bloc. Donc, Python va d'abord évaluer ce bloc. Python va d'abord évaluer ce bloc. Ensuite, si la condition est vérifiée, elle va exécuter. Et le programme va s'exécuter. Le programme va s'exécuter. Ces lignes de code, ce petit bout de code, ce bloc va s'exécuter. Mais si ce n'est pas vérifié, ça va simplement l'ignorer et passer au second bloc. Voilà, ensuite, ainsi de suite, au troisième bloc, quatrième bloc, ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre plusieurs blocs à la fois. Ok, donc je vais vous donner un exemple beaucoup plus. Donc, je prends par exemple h égale 21. Je dis si l'âge
Si l'âge est supérieur si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors affiche-moi, vous êtes majeur. Sinon, affiche-moi, vous êtes mineur. Voilà. Donc ici, voilà une autre forme ici. Donc, else, c'est un mot clé qui signifie sinon. Donc, si, sinon. Si, sinon. Donc, ici, ça va évaluer. Si l'âge qui est donné, si l'âge effectivement est supérieur ou égal à 18, ça va exécuter, ça va rentrer dans le bloc et le bloc va s'exécuter. Mais si ce n'est pas, si ce n'est pas vérifié, si l'âge n'est pas vérifié, ne vérifie pas cette condition, ça va automatiquement ignorer ce bloc. Ça va ignorer ce bloc et passer au second ici. Donc, ce que vous devez savoir ce que vous devez savoir, c'est que si le premier bloc n'est pas vérifié, ça exécute le second bloc, sans chercher à savoir ce qu'il en est au juste. Donc, puisqu'on a dit sinon, on a seulement deux possibilités. Donc, si le premier bloc n'est pas vérifié, ça va exécuter le second bloc. Donc, ici, il ignore le premier bloc et exécute le second bloc. On va tester le code pour voir. Voilà, on dit vous êtes majeur. Je vais remplacer 21 par 15. Et puis, je vais exécuter. Vous êtes mineur. Donc, puisque 15 ne vérifie pas la condition, donc automatiquement, ça va exécuter le second bloc. Voilà. Donc, on va avancer avec d'autres exemples. Je pense que normalement, observez bien les exemples. Chaque fois qu'il fait les exemples, vous comprenez mieux. Avec les exemples, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, en programmation, les exemples parlent mieux que la théorie, quoi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'exemples. Et même à la longue, nous allons faire vraiment des grands projets. Pour l'instant, ce sont des petits codes. Ce sont des petits codes qui vous permettent, il y a plein, par exemple, qui ne maîtrisent pas. Comme je l'ai dit, c'est un cours complet et on part vraiment de zéro. Ceux qui sont vraiment très, très nuls en programmation, en algorithme, donc on va inclure tout à la fois. On va inclure à la fois programmation et algorithme. Voilà, donc nous allons voir des classiques même, des exercices classiques qui vous permettent d'avoir des bases solides en algorithme. En algorithme. Donc ici, je vais donner un autre exemple. Je prends par exemple A égale. Donc je prends A égale à 5. Si A est supérieur à 0, positif. Regardez bien ça. If. Sinon, si A. Sinon, si A inférieur à 0,
print négatif. Sinon, A est nul. Ok, donc ici, remarquez que on a tous les cas possibles. On donne une valeur A. Si A est supérieur à 0, alors le programme va afficher que A est positif. Et if, ça veut dire sinon si A est inférieur à 0, il faut dire que affiche A est négatif. Sinon, affiche A est nul. Donc, effectivement, si A n'est pas supérieur à 0 et que A n'est pas inférieur à 0, nécessairement, c'est que c'est une valeur nulle. Maintenant, ici, remarquez quelque chose. Le sinon si là, le sinon si qui est là, on peut le répéter plusieurs fois dans le code pour énumérer tous les cas possibles. Lui-là, il n'est pas nécessaire. Celui-là n'est pas nécessaire. Mais lui, il nous permet de clôturer en fait le code. Le code if. Il nous permet de clôturer le code. C'est-à-dire que si les conditions qui ont été données, si aucune condition n'est vérifiée, alors il faut afficher des expériments, la dernière information qu'on demande. Donc lui, il vient pour clôturer un peu le code. Donc si aucune des instructions n'est vérifiée, aucune des conditions n'est vérifiée, affiche-moi ce dernier résultat. En fait, c'est son rôle qu'elle a. Donc il n'est pas forcément, il n'est pas nécessaire. Maintenant, comme je l'ai dit, if, on peut l'écrire plusieurs fois. On peut dire si on a telle chose, sinon si, c'est comme ça, sinon si, sinon si, sinon si. Voilà, on peut le répéter plusieurs fois, mais à chaque fois, le programme va exécuter, va analyser chaque bloc, va analyser chaque condition, et si c'est vérifié, le bloc s'exécute, sinon il passe à une autre instruction, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne. Jusqu'à la dernière ligne. Donc vous devez vraiment comprendre ce mécanisme-là. C'est vraiment important de comprendre ce mécanisme. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour des conditions. Ici, nous allons... Et puis, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans une condition if, il peut aussi avoir plusieurs conditions if. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans un bloc avec if, dans ce bloc if-là, il peut avoir aussi un autre if avec un bloc. Mais le problème, c'est que vous devez respecter l'indentation. C'est grâce à l'indentation que Python va savoir si va reconnaître les blocs. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de if, on peut avoir encore un autre if ici. If A égale à 2. Il peut avoir un autre if ici. Mais regarde, vous voyez que, voilà, et puis je mets ici print. Print bill. Donc, si cette condition est vérifiée, ça va entrer là-dedans. Et c'est après que ça soit, après avoir exécuté ce bloc, alors il ressort et il continue son chemin en venant exécuter désormais cette ligne. Donc, à chaque fois qu'il rentre dans un bloc, il exécute tout ce qui s'y trouve et ensuite ressort, continue son chemin. Donc, à chaque fois qu'il rencontre un bloc, il exécute tout ce qui se trouve dans le bloc, il ressort et il continue son chemin. Donc, dans un bloc, on peut avoir d'autres blocs, plusieurs blocs. Donc, nous allons faire ce petit exercice. Donc, voilà l'exercice. Écris un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier et qui affiche si l'entier donné par le client est pair ou impair. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut connaître d'abord l'algorithme. C'est quoi un nombre pair? Comment on peut savoir qu'un nombre est impair? On dit qu'un nombre impair, si un nombre est pair s'il est divisible par 2. Donc,
on a forcément dans l'ensemble des entiers naturels, on a soit des nombres pairs ou des nombres impairs. Il n'y a pas une autre forme. Soit c'est des nombres pairs ou des nombres impairs. Donc, si un nombre n'est pas pair, c'est que c'est forcément impair. Donc, ici, un nombre est pair lorsqu'il est divisible par 2. Donc, ça veut dire que le reste de la division de ce nombre par 2 là, le reste est 0. Donc, voilà comment il faut utiliser. Donc, j'ai dit que si le reste de 8, voilà comment on comprend un reste. Le reste, c'est pourcentage. Donc, si le reste de 8 égale à 0, ça veut dire que 8 est pair. Donc, ça, déjà, ça nous permet. Donc, voilà l'algorithme qui est là. Tout ce programme-là, c'est ce qu'il fallait savoir. Il fallait savoir que pour évaluer un nombre, pour savoir si un nombre, pour connaître la parité d'un nombre, voilà ce qu'il faut pour écrire le programme. Donc, déjà, je demande à l'utilisateur. Donc, ici, déjà, vous voyez ces griffes-là. C'est aussi une manière de faire les commentaires. Voilà. Donc, je vous ai montré que on peut commenter sur une seule ligne en mettant dièse, blablabla. Bla, 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 bla. Ça, c'est un commentaire. Mais ça aussi, c'est un commentaire en griffe. 3 griffes. C'est-à-dire qu'en 3 griffes, tout ce qui est écrit en 3 griffes est aussi considéré comme des commentaires. Donc, tout ça, c'est déjà commenté. Python ne va pas prendre en charge. Si je lance l'interpréteur, ça ne va pas s'exécuter. Donc, c'est une autre manière aussi de faire les commentaires. Donc, ici, je demande à l'utilisateur d'entrer un entier. Et je vais insérer cet entier dans une variable. Donc, cette variable, je vais l'appeler n. Donc, on met dans n input entrée un entier. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la dernière fois, je vous ai dit que input, ça fait ressortir toujours des chaînes de caractères, même si c'est des entiers que vous avez, même si c'est des entiers que vous avez saisis, input fait ressortir toujours une chaîne de caractères. Et je vous ai dit qu'une chaîne de caractères, peu importe le symbole que vous allez écrire, une chaîne de caractères, dès l'instant que ça est entre griffes, c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire que si je mets en griffe et que je mets 2, 5, comme 5 est en griffe, alors c'est considéré comme une chaîne de caractères. Python reconnaît ça comme une chaîne de caractères. OK. Donc, nous allons enregistrer ce que l'utilisateur va saisir. Nous allons l'enregistrer dans la variable n. Mais nous allons convertir cela en entier, puisqu'on va l'utiliser comme pour effectuer des calculs. Donc, pour ne pas qu'il y ait des erreurs, nous allons convertir en entier. Et voilà comment on effectue la conversion int, qui signifie il faut convertir cette valeur en entier. Évidemment, c'est parce qu'on s'attend à ce que l'utilisateur entre une valeur entière. Donc, si il y a une valeur entière en griffe ou un nombre en griffe, on peut convertir cela en float ou convertir cela en entier. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis si le reste de cette valeur-là par 2 égale à 0. Donc, il est temps de savoir aussi que l'égalité, proprement dit qu'on connaît en mathématiques, en Python, c'est pas égal, ça ne veut pas dire égal, mais ça veut dire attribuer. Égal en Python, c'est double égalité. C'est double égalité qui est égale en Python. Voilà. Donc, vous devez quand même, voilà, vous devez revoir ce côté. Ne vous mélangez pas les pédales. Égal en mathématiques, l'égal en Python devient attribué. Il faut attribuer à n la valeur. Donc, égal en Python, c'est double égalité, comme ce que vous voyez là. Donc, je dis que si le reste de la division de l'entier saisi par l'utilisateur, si le reste de cette division par 2 est nul, alors print cette valeur
où cet entier est pair. Donc, comme je vous l'ai dit, un entier, soit il est pair ou il est impair. Donc ici, on n'est pas obligé d'énumérer, on n'a seulement que deux cas possibles. Donc c'est très propice de mettre else, qui veut dire sinon. Donc si ce n'est pas ça, on dit que n est impair. Donc je vais mettre, je vais formater. Voilà. Format n. Format. Ok, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de panacher des chaînes de caractères et avec des variables d'empreinte. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer les cas possibles. Donc, habituez-vous à ça. Et cette manière d'écrire là, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Et je reviens là-dessus encore. Donc, voilà ce code. Voilà le programme. Donc, ici, on va exécuter, vous allez voir. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, les choses vont fonctionner à la perfection. Donc, j'exécute le code. Voilà, entrer un entier. Je mets 9. Je mets étape enter. 9 est impair. Effectivement, est-ce que 9 n'est pas impair? Je relance le code. Je relance entrer un entier. Je mets 28. Je mets 258. Je tape 258 est pair. Effectivement, 258 est pair. Puisque ça se termine par un nombre pair, ça veut dire que c'est divisé par 2. Je relance. Je mets 49. 49 est impair. Donc, je pense que vous avez vraiment compris cette partie du programme qu'on appelle les structures conditionnelles. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, les opérateurs ici, voici la condition évaluée après l'instruction if. Ça peut contenir les opérateurs de comparaison suivants. Donc, vous voyez l'égalité ici. Et ça, c'est la différence. Dans la deuxième ligne, is différent de y. Voilà comment on est. Donc, si tu veux dire, si is est différent de y, tu mets point d'exclamation égal. Ça veut dire différent. Supérieur, on a vu supérieur. Inférieur, on a vu inférieur. Supérieur ou égal à ou égal, on a vu. Inférieur ou égal aussi, on a vu également. Maintenant, il y a deux. Je vais vous aussi parler de. Il y a trois mots-clés aussi. Par exemple, je veux dire que je mets A égale. Donc, on va finir avec cette dernière partie. Je mets A égale à 8. Et je dis if si A est supérieur, si A est supérieur à 2, donc je peux associer plusieurs conditions à la fois. Je peux associer plusieurs conditions à la fois. Je peux associer, donc je peux mettre si A est supérieur à 2 et que A inférieur
à 9. Print A est dans l'intervalle. Donc ici, on peut mettre le AND qui dit que pour évaluer les deux à la fois. Donc si les deux sont simultanément vérifiés, donc quand on met le AND, ça veut dire que les deux conditions doivent être vérifiées. Je peux mettre plusieurs conditions. Je peux mettre AND, ensuite je peux ajouter encore ici AND, je peux ajouter AND, je peux ajouter le nombre de AND que je veux. Mais tous ces AND là, si une seule condition parmi ces AND n'est pas vérifiée, donc ça veut dire rien n'est vérifié, on saute ce bloc et on passe au second. S'il n'y a pas de second, ça ne va rien afficher. Ok, donc il y a aussi le ou. Le ou en anglais c'est or. Donc si l'une des deux conditions est vérifiée, ici ce n'est pas et, ce n'est pas les deux à la fois. Ici c'est le ou. Si l'une des deux conditions est vérifiée, alors affiche le bloc. Affiche le bloc. Il y a aussi le note. Le note, par exemple, je mets ici majeur égale à true. Donc en anglais, voilà, en Python, voilà comment on écrit le true. Majuscule. La première lettre est majuscule. Donc ici, je mets true. Et je mets ici if majeur is not je vais prendre false voilà, is not true, affichement mineur. Donc on peut écrire ça comme ça, is not. Donc c'est un autre mot-clé qui est not. Donc ici on évalue le truc, on évalue la variable majeure. Donc majeur prend une valeur false. Voilà, donc false ou true, ici ça on les appelle les booleans. Les booleans. Donc majeur prend une valeur false. Donc si par exemple ici majeur prend false, donc ils disent if majeur is not true, ça veut dire que si majeur est false, affichement mineur. Affichement mineur. Donc ici, si j'exécute le code, voilà, donc ça affiche mineur effectivement, puisque ça affiche mineur ici. Voilà, puisque majeur prend false, donc j'ai dit que si majeur n'est pas vrai, affichement mineur. Voilà, donc on peut utiliser ce note là. Donc merci les gars. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis aussi liker. C'est pas coûteux de liker. Voilà, ça m'encourage. Et puis ça me permet aussi de m'améliorer au fur et à mesure. Merci. À bientôt.